Bonjour camarades, aujourd'hui avec moi Monica Karboska, elle qui a reçu les primes de Fondation Emil Tchetchko. Emil Tchetchko était le soldat polonais qui a dénoncé les crimes de guerre qui étaient faits contre les migrants sur la frontière polonaise avec Biélorussie. Bon, Monica, est-ce que tu peux dire quel est le drapeau où tu as trouvé le drapeau qui est là et tout ton voyage en Biélorussie? Bonsoir, bonsoir, chers amis. Merci, Michał, de me donner la parole. Alors oui, j'ai été en Biélorussie entre quelques jours, enfin une petite semaine de voyage au mois de novembre. Effectivement, à l'invitation de la fondation Emil Tchetchko, de nom de ce soldat, de ce jeune Polonais qui avait demandé l'asile en Biélorussie suite à Selon lui, on l'a forcé à commettre des crimes contre les migrants à la frontière en l'an 2021. Et le drapeau que vous voyez derrière moi, c'est le drapeau de la Biélorussie actuelle et qui était aussi le drapeau, enfin l'emblème de la Biélorussie soviétique, puisque justement, ceci est la véritable Biélorussie, la Biélorussie soviétique et la Biélorussie actuelle. Et effectivement, ce voyage était un voyage extrêmement intéressant, très très bien, ça s'est très bien passé, sauf aux frontières, puisque la Biélorussie est sous embargo et extrêmement attaquée par tous ses voisins de droite, hein, n'est-ce pas, notamment la Lituanie et malheureusement la Pologne. Et voilà, j'ai vu des choses extrêmement intéressantes et je voulais vous en parler pour vous inciter à aller visiter ce très 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 beau pays et très intéressant. Bon, Tu veux que je raconte la ah suite? oui, 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 D'accord. tu es là pour ça. Alors voilà, donc c'est assez... alors, la Biélorussie, c'est... en fait, pour moi, quand j'y allais, je me disais... Donc j'y suis allée avec le passeport polonais, puisqu'effectivement, le président Loukachenko a eu l'excellente idée, très intelligente, de permettre aux citoyens polonais de rentrer sans visa dans le pays, après un contrôle bien sûr, et de ressortir. Ce qui fait qu'on ne peut pas, d'une part, l'accuser d'être un sale dictateur qui empêche les gens de sortir et de rentrer. Deuxièmement, ça permet de désarmer la question de la minorité polonaise en Biélorussie, puisque ça veut dire que les Polonais, les Biélorusses qui vivent en Pologne peuvent aller en Biélorussie et revenir, et les Polonais, s'ils veulent aller en Pologne, ben, ils y vont et puis ils y reviennent, n'est-ce pas, avec leur passeport polonais, même s'ils vivent en Biélorussie. Ce qui fait que ça désarme tout le conflit potentiel que l'Occident aurait pu monter entre la Biélorussie et la Pologne. Parce qu'en réalité, il n'y a absolument aucun conflit entre la Biélorussie et la Pologne. Tout conflit est monté en fait par l'Occident, organisé par l'Occident, pour que ces deux pays soient en conflit alors qu'ils n'ont absolument aucune exigence l'un vis-à-vis de l'autre, aucune revendication territoriale ni rien de tout ça. Et donc, j'étais invitée donc par cette fondation qui est une fondation des droits de l'homme pour recevoir un prix suite à mon engagement pour Julian Assange. C'était un prétexte évidemment. Le but était non pas vraiment de parler de Julian Assange, mais de parler de la France. Et j'ai notamment parlé de la répression des Gilets jaunes et aussi pour voir la Biélorussie et créer des contacts avec nos amis de là-bas. Et en y allant, j'étais convaincue que voilà, il y aurait un niveau de vie comparable à celui de la Pologne. Notamment quand je suis montée dans le bus Ecolines, parce qu'en fait il y a des bus, hein, des bus, la fameuse entreprise de bus Ecolines qui reliait les pays baltes avec l'Angleterre via la France et l'Allemagne, qui est une entreprise par laquelle passaient les migrants des pays baltes. Elle va aussi en Biélorussie. Et notamment, elle était censée aller à Vilnius de Varsovie, et puis après, de Vilnius, descendre à Minsk. Parce qu'en fait, Minsk et Vilnius, c'est à peu près 200 kilomètres. Je pense qu'il y a même moins de 200 kilomètres. Donc avant toutes les crises que le capitalisme nous a inventées, notamment la guerre de l'Occident contre la Russie via l'Ukraine, c'était une ligne qui était très fréquentée en fait. Et donc, j'avais donc pris cet Ecolines sur Internet, qui coûte 50 euros, et je suis donc partie, mais le bus n'a pas traversé la frontière lituanienne pour descendre après sur Minsk, mais il est allé de Varsovie directement en Biélorussie à Brest, en passant par la petite ville de Terespol, polonaise qui se trouve à la frontière.
Donc dans le bus, je regardais les gens, je me dis, bon, bah, le niveau de vie est comparable à la Pologne, quoi. Voilà, ce sont des Biélorusses qui vivent en Pologne, ils vont voir leur famille. Il y avait des familles, il y avait quelques jeunes. Bon, voilà, quoi. C'était même des enfants, je pense. Pas mal de jeunes, en fait. Relativement bien habillés, mais bon, comme ça, quoi. Et en fait, en m'y trouvant, je me suis rendu compte que le niveau de vie était supérieur, en fait. Bien supérieur à la Pologne, bien supérieur à l'Occident, et surtout, les inégalités sociales étaient soit bien moindres, soit quasiment inexistantes. Parce que bon, je suis restée trop peu pour dire 100% il n'y a aucune inégalité sociale. Mais en tout cas, les inégalités sociales ne sont pas du tout visibles. Et je me suis sentie vraiment comme dans une Pologne populaire qui aurait réussi. Hein. C'est ce que on se disait avec notre camarade Jarek, journaliste polonais qui était avec moi aussi invité à la conférence. On s'est dit, si la Pologne populaire n'avait pas été détruite, elle aurait été aussi riche et aussi bienveillante, aussi bien portante que la Biélorussie. La frontière a été difficile à traverser parce qu'on était nombreux, non pas parce que les gardes frontières biélorusses auraient été désagréables avec nous, pas du tout. On a attendu parce que la plus grande partie des gens qui se rendent en Biélorussie, en fait, c'est des Ukrainiens. Ils passent par Brest parce que c'est l'ancien passage frontière avec l'Union soviétique. Et en réalité, les trois quarts des familles, des personnes qui sont dans le bus, ce sont des Ukrainiens qui vont dans le nord de l'Ukraine. Donc ils passent à Brest, et après à Brest, et après ils descendent ils ont 50 km pour descendre dans le nord de l'Ukraine. Notamment, c'est là la fameuse région de Uwołyń. Donc c'était principalement des Biélorusses, des Ukrainiens. Et comment on l'a su? En fait, quand on était devant les gardes frontières, dans le passage frontière biélorusse, les soldats biélorusses nous ont dit les porteurs de passeports ukrainiens à droite et les autres à gauche. Et en fait, c'est là qu'on a vu toute une foule, mais vraiment des centaines de gens se précipiter à droite, et en fait, c'était des Ukrainiens, des porteurs de passeports ukrainiens. Vous devez imaginer que c'est l'espace soviétique, c'est l'espace russe, c'est le Ruski Mir, le monde russe. Donc en fait, toutes ces divisions des pays, c'est là que tu te rends compte que c'était un crime de détruire l'Union soviétique. Parce que parfois c'était deux familles qui se divisaient parce qu'ils ont l'un un passeport biélorusse et l'autre un passeport ukrainien. C'est totalement stupide d'avoir un passeport ceci ou un passeport cela. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore plus un crime d'avoir détruit l'Union soviétique. Et voilà quoi, puisqu'en fait les Ukrainiens, bon bah voilà, ils sont des porteurs de ce passeport, alors qu'en réalité ils sont russes, comme les Biélorusses aussi sont une partie du monde russe. Pour moi, un peu les Biélorusses, c'est les Russes au carré en fait. C'est les Russes du Nord, les Russes super disciplinés, les Russes riches. Voilà, pour moi, c'était vraiment une partie du monde russe. Et donc voilà, ces Ukrainiens vont à droite. Moi, je suis reçue par les gardes frontières biélorusses qui me demandent si je rentre pour la première fois en Biélorussie. Il n'y a pas de problème, je dis je viens pour la première fois. Et on me dit, bah alors vous aurez une conversation avec un officier du KGB. Et effectivement, je suis emmenée avec d'autres personnes qui sont en l'occurrence des Russes qui rentraient par la Biélorussie en Russie. Ils passent par là parce que c'est la histoire de l'embargo sur la Russie. Donc c'est cher quand même d'aller maintenant pour les Russes de voyager et de passer par l'Azerbaïdjan, l'Arménie ou la Turquie. Donc en fait la Biélorussie c'est un bon compromis. Et comme donc ils ressortaient de l'autre côté de la Biélorussie, il fallait que la Biélorussie les contrôle. Et ce qui est normal, logique, puisque la Biélorussie a tellement d'ennemis qu'il faut absolument qu'elle contrôle son territoire, et c'est tout à fait normal. Je me suis retrouvée dans un petit salon avec un officier qui m'a simplement demandé où je vais, qu'est-ce que je vais faire et combien de temps je compte rester. Moi, je lui ai montré l'invitation à ma conférence. Et puis c'est tout. Je lui ai même dit que j'habitais en France, donc voilà, et que je passais avec mon passeport polonais parce que c'était plus facile. Et bien entendu, il a été extrêmement aimable, et puis ça a duré 5 minutes, et je suis ressortie. Les autres familles aussi. C'était des familles russes et kazakhs. Voilà, l'entretien a duré vraiment 5 minutes pour chacun, et on est remonté dans notre bus, et on est arrivé la nuit à Minsk. On est arrivé puisque je suis... Attends. Mais est-ce que tu étais traumatisé par cette Non, conversation j'étais pas du tout avec, traumatisée. C'était avec extrêmement aimable. Et je dois dire que je n'ai jamais vu des soldats aux frontières aussi aimables qu'en Biélorussie. Je t'assure, parce que quand on est reparti par la Lituanie, où la situation était beaucoup plus dure, puisque la Lituanie bloquait les frontières, même là, j'ai trouvé des soldats, mais extrêmement aimables, mais d'une politesse et d'une courtoisie comme on n'en voit nulle part. Franchement, je t'assure, j'ai jamais vu des soldats aussi courtois.
vraiment d'un calme, tu vois? Calme. Mmh. C'est alors qu'on est toujours un peu stressé dans une frontière, c'est quand même la guerre. Je viens d'un pays qui est ennemi de la Biélorussie. Ils sont, mais ils sont à toute épreuve, hein, franchement, et malheureusement ça contraste avec les Ukrainiens, hein. Il faut dire la vérité, c'est que 30 ans, de système oligarchique, parce que c'est simple en fait, l'Ukraine, c'est le misère capitaliste occidental, la Biélorussie, c'est le socialisme. Et tu vois vraiment la différence, hein. Tu vois les Ukrainiens malheureusement stressés, appauvris, tout le temps en train de chercher des problèmes qui viendront sur eux. Et tu vois les Biélorusses extrêmement calmes. Et c'est là où après, dans le bus, je me suis dit, mais c'est pas du tout le même monde. On est vraiment, voilà, je suis arrivée dans un pays qui a réussi à maintenir sa souveraineté. En fait, c'est peut-être le seul pays en Europe qui a maintenu sa souveraineté face au système occidental, comment dire, face à la secte capitaliste mondiale, quoi, finalement. C'est quand même impressionnant, hein. Alors évidemment, la nuit, on voyait pas grand-chose puisqu'on était en novembre, hein, donc évidemment à 20 heures, il faisait quand même nuit et à 21 heures aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclairage. On a traversé 2 ou 3 villes. On a traversé Brest, qui fait à peu près 50 000 habitants. Donc on voyait les lumières. Et puis on a traversé Baranovice, qui est, je crois, à une centaine de kilomètres de Minsk. Et l'autoroute n'était pas éclairée. Après, on a vu dans la journée que les autoroutes sont magnifiques, hein. Toutes neuves, magnifiques. Tout est propre, clean. J'ai jamais vu un pays aussi propre, aussi bien géré. Franchement, je t'avoue qu'il faut peut-être l'Allemagne très riche, néo-nazie des années 80. Et encore, hein, parce qu'on sait qu'il y avait des grosses inégalités sociales. Là, la Biélorussie, c'est extrêmement propre, extrêmement bien géré et tout est neuf en fait. Mais cette autoroute n'est pas éclairée. Pourquoi? Ben, je pense que pour des raisons de stratégie, parce que la Biélorussie est quand même encerclée. Elle a des ennemis au nord, hein, puisqu'il y a les Lituaniens au Tanesk, la Pologne, malheureusement notre pays, le Mais sud attends, évidemment. attends, il n'y a personne qui a peur de Lituanie. Non, mais on parle des Américains, hein, c'est les Ouais, Américains, ouais, c'est une autoroute à char, la Lituanie, depuis, hein, ça. depuis quelques mois, il y a les Allemands qui sont en Lituanie, Ben voilà, officiellement. donc la Biélorussie est encerclée. Donc moi j'ai un peu compris que si la Biélorussie, évidemment c'est un pays très développé, donc toutes les terres sont cultivées. Vraiment, mais Hmm. c'est comme la Pologne dans les années 80, tout est cultivé, tu n'as pas de friches, tu n'as pas de ruines, d'usines, de terrains vagues, tu vois, tu n'as rien de tout ça. Tout est absolument cultivé, tu as des champs partout, et des forêts extrêmement bien gérées. On voit les forêts dans un état merveilleux, des lacs, des forêts. Et en fait, mais tu te dis que les villes sont plus à l'est qu'à l'ouest. Évidemment, celles qui sont à l'ouest sont bien gérées aussi, tu vois. Je pense que on a traversé Baranovice, ça avait l'air très très clean, tu vois, très propre, avec des immeubles comme chez nous, tu vois, des blocs de type soviétique, l'habitat collectif. Mais tout est rénové, tu vois. Le truc, c'est que on n'agrandit pas les villes, ce qui est logique, parce que si jamais malheureusement notre pays, la Pologne ou l'Occident en entier attaque la Biélorussie, il y aura beaucoup moins de population à évacuer vers l'est. Ils ont bien compris ça aussi, hein. Et donc du coup, ils développent plus la partie orientale pour pouvoir, qui est à la frontière de la Russie, pour pouvoir faire face à la guerre, parce que même, je te jure, je n'ai pas vu de policiers dans tout Minsk. On s'est rendu compte avec Yarek qu'on ne voyait pas de flics. On ne voyait pas de soldats non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Je pense qu'au contraire, l'armée biélorusse est très très mobilisée, qu'elle est aux aguets, à l'écoute de tout ce qui se passe aux frontières. Mais par contre, ils ne veulent pas faire peur à leur population. Donc ils veulent que les Biélorusses aient le sentiment de vivre dans un pays puissant qui est en paix. Et ça, c'est très important. Et c'est peut-être même presque trop, parce que les Biélorusses, je les sentais, les gens avec qui j'ai parlé, je me demande s'ils se rendent compte à quel point ils vivent sur une poudrière, dans un pays qui est extrêmement menacé. Bon, maintenant je vais demander de faire un peu de comparaison avec la France. Les premières comparaisons, on habite dans les régions parisiennes depuis longtemps. Et j'ai l'impression que c'est pas possible de faire les trajets en transport public et voir, et pas voir les gens qui demandent d'argent, les gens SDF qui dorment dans les stations de métro. Et parfois, comme tu entres dans les stations de métro, ça sent les Oh, c'est urines, l'horreur, ouais. Ouais. il y a les caca, il y a les vomis, il y a Ouais. Ouais, il y a la franchement. misère absolue, hein, la misère totale, quoi, hein. Oui, en Et, France. mais c'est la région parisienne.
avant, moi, je pensais, bon, il y a la pauvreté en région parisienne, mais la Provence, c'est d'autres mondes, que tous les riches sont partis en Provence. Mais après, on a participé dans les mouvements des Gilets jaunes, on s'est rendu compte qu'en Provence, c'est même pire C'est qu'ici. même pire, oui. On a vu des gens qui vivaient avec 300 euros, hein, qui n'avaient pas d'électricité, pas de chauffage. Oui, oui, on a vu ça, hein. Oui, oui. Est-ce que tu peux comparer les qualités de propriété, les qualités des niveaux de misère des gens, tout ça, une des pays qui est théoriquement une des plus riches dans le monde, avec les Ouais. capitales La fameuse qui cinquième puissance mondiale oui, française, oui, 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 voilà, oui, manque de avec conseils de les sécurité. paris, avec la plus célèbre, la plus jolie allée dans le monde, Oui, Champs-Élysées, les fameux Champs-Élysées, oui. oui, oui, Ouais. tout ça, et après, toute cette misère qui est, on ne doit même pas chercher loin, moi et toi, on est chômeurs. Bah ouais, on est chômeurs et en plus on a été licenciés suite pour moi pour fait pour syndicat et toi pour fait de grève en fait, hein. Donc très important aussi ça de le souligner, c'est qu'on ne s'est pas licencié tout seul, hein. On a été viré à cause de nos activités politiques. Vive la France, n'est-ce pas? Et l'oppression du travailleur. Eh bien Bon, c'est simple. dis, combien les citoyens biélorusses, ils payent combien de loyer? Alors, en fait, je vais te dire, donc les Biélorusses sont. Je raconte rapidement ce qu'on m'a dit, bien sûr, j'ai pas pu tout vérifier, mais c'est simple. Même officiellement, il y a 2 200 000 habitants à Minsk, donc c'est une ville un peu comme Varsovie. C'est une voilà, c'est une belle métropole et c'est simple, il n'y a pas de SDF du tout. Mais il n'y a pas de SDF nulle part, ni SDF, ni mendiant, ni misère. Je te jure, bon, d'accord, tu me diras, on est resté peu, mais on est monté dans le métro, on a vu beaucoup de monde. On n'était pas du tout dans le centre-ville, on était dans un hôtel qui était dans la partie nord-ouest de la ville, donc on a vraiment pris le métro dans un quartier normal. Et tout le monde était habillé de vêtements neufs. Je n'ai jamais vu une ville aussi propre que Minsk, mais vraiment jamais, hein. Et pourtant, les amis, hein, j'ai 50 ans, j'ai vécu dans différents endroits. Voilà, Et en Chine? c'est comparable à la Chine. Mais Pékin fait 28 millions d'habitants, tu vois. Et là, c'est 2 millions. Donc, c'est plus compliqué quand même de maintenir la propreté dans une ville de 28 millions. Et le niveau de vie biélorusse est supérieur à la Chine. Je te jure, hein, parce que les vêtements des gens sont neufs. Mais tu vois, neufs. Les chaussures neuves, les magnifiques manteaux de fourrure. Tu vois, Kanjour, nos Kanjour à Mhm. l'ancienne. Eh bien, ils portaient ça, mais neuf. Mais quasi tout le monde, hein. Les vieux, les jeunes. Peut-être parmi les personnes âgées, tu avais des vêtements un peu plus usagés, mais on ne voyait pas de pauvreté de gens âgés, tu vois. On ne voyait, mais et je te dis, zéro SDF, zéro mendicité. Tu avais l'impression d'être, mais vraiment dans Pologne populaire des années 70, tu vois, pas des années 80, des années 70. Même s'il n'y avait pas de mendicité dans les années 80, il y avait déjà de la pauvreté, mais pas dans les années 70. Je te jure, hein, j'étais complètement estomaquée par la propreté de la ville. C'est-à-dire, c'était tellement propre, il n'y avait rien, pas un papier, pas un mégot, et il n'y avait même pas de poubelle. Ça veut dire que les gens sont tellement disciplinés qu'ils ne qu'ils n'ont même pas l'idée qu'on peut jeter quelque chose par terre. Ça ne leur vient pas à l'esprit. Et les routes toutes neuves, le métro extrêmement bien géré, bien rénové. Il n'était pas toujours tout neuf le métro. Tu vois bien que c'est les années 70 ou 80, mais il est tout le temps rénové. D'ailleurs, il y a pas mal de stations de métro avec la symbolique soviétique. Et tu vois j'ai pas envie de dire richesse, ce bien-être, tu vois. Tu vois, ce bien-être a un côté un peu plus tranquille aussi. Bien sûr, les gens se lèvent le matin, vont au travail. Mais il n'y a pas ce stress, tu sais, que tu sens en Occident, je vais perdre mon boulot si j'arrive pas à l'heure. Il y a quelque chose d'une société disciplinée et bien organisée, tranquille, qui est maîtresse chez elle, tu vois. Parce que oui, les Biélorusses ont leur industrie. Donc, j'ai pas visité toutes les usines, mais on sait qu'ils fabriquent des machines agricoles extrêmement connues, qu'ils les vendent dans le monde entier, voilà, chez les BRICS. On sait qu'ils fabriquent des machines de matériel budowlane, tu vois, les machines de chantier. Bon, ils fabriquent aussi des voitures, des bus, ils ont leur propre marque. Mais ils fabriquent aussi, et ça je viens là parce que c'est très important, plus important que le salaire, tu vois, c'est de dire que ils fabriquent tout ce qu'ils consomment.
la première jour, quand on est arrivé, parce qu'en fait la conférence c'était le soir, et c'est dans la journée qu'on nous montrait la vie et la ville. Ce qui était intéressant, parce qu'en novembre, évidemment, à partir de 17 h, il fait les nuits, donc ça vaut le coup de faire ta conférence dans l'hôtel ou dans le centre culturel où la conférence avait lieu. Tu l'as fait le soir, et dans la journée, tu vas visiter. On nous a amenés dans des magasins, dans des grands supermarchés, dans des centres commerciaux. Et le lundi matin, donc il n'y avait pas énormément de monde, mais le centre commercial commençait à être ouvert. Et après, les gens commençaient à partir de midi à arriver dans le centre commercial. C'était un centre commercial, mais dans un quartier, tu vois, vraiment lambda, j'ai envie de dire. Eh bien, j'ai vu de magnifiques chaussures, de magnifiques vêtements, beaucoup de produits en lin. Du coup, je vais vous le montrer, hein, parce que moi, j'adore ça, j'adore le lin. Premier producteur mondial de lin. Le lin, la plus ancienne plante avec laquelle on produit des vêtements. Donc ça, c'est du lin, c'est simplement une simple serviette, mais il y avait tout. Tu avais des serviettes, tu avais du linge de table, du linge de maison, tu avais énormément de choix. Des magasins entièrement remplis. Des chaussures en cuir, tu sais, des bottes magnifiques pour 50 euros. L'équivalent de 50 euros, c'est 300 roubles biélorusses. C'est l'équivalent de 50 euros, donc c'est pas non plus le prix, le super bon marché. C'est un prix polonais, tu vois. Mais c'est une qualité absolument supérieure. Des vêtements, des meubles, voilà. Tout ce qui est cosmétique, magnifique cosmétique que malheureusement j'ai dû laisser en Pologne, je ne peux pas vous les montrer, cosmétiques locaux. Tout ce qui était fourniture scolaire, bien sûr, magnifique. Jouets, enfin tout ce que tu veux. Tout, électroménager avec leur propre marque. Atlantis, une marque à eux. Des vélos électriques, il y a aussi les conneries de trottinettes, hein, tu sais, même ça c'est à la mode. Hein, mais bon, ça se justifie, Minsk est assez vaste, il y avait même des trottinettes. Hein, même ça, et tout était local. Pas de produits importés occidentaux, pas de produits chinois, tu vois. Alors peut-être qu'il y en a quelque part des produits chinois, mais là on voulait nous montrer tout ce qui est produit en Biélorussie. Donc c'est logique, écoute, puisque les gens produisent, puisqu'ils travaillent, il y a des usines, hein, et notamment autour de Minsk, eh bien ils le consomment aussi. Donc pour le coup, ils ont tout à fait les moyens de consommer ça. Les salaires ne sont pas si élevés. Les salaires apparemment, le salaire le plus bas, ce serait l'équivalent de 300-400 euros. Mais les loyers sont de 50 euros. Et ça, pour le coup, on a demandé. Je vous donne les chiffres en euros, parce que bon, voilà, comme ça, vous avez tout de suite l'équivalent. C'est-à-dire que même si votre salaire est de 300 euros et que tu payes ton appartement, que tu reçois de l'État parce que tout est public, c'est vraiment le système socialiste, hein, tu vois, tu reçois un appartement de l'État parce que tu travailles, tu as fini tes études et tu t'es le plus souvent marié ou mis en couple, quoi, tu vois. Mais je pense que tu peux aussi forcément recevoir un appartement si tu veux pas te marier. Sauf que tu as plus intérêt forcément à créer une famille parce que tu ne vas pas galérer, tu vas tout de suite, comme chez nous à l'époque, voilà, tu finis tes études, tu as déjà trouvé ton partenaire, tu te mets en couple, tu fais tes enfants, et d'ailleurs, voilà, les enfants, il y a des enfants, il n'y a pas un énorme, comment ça s'appelle, il n'y a pas 5 enfants par famille, quoi, mais ils ont un taux de reproduction normal. Et donc voilà, tu peux t'acheter tes chaussures, tes vêtements et ton électroménager, tu l'achètes en plusieurs fois. Et effectivement, ce qui était très intéressant, c'est que les prix qui étaient donnés, par exemple pour l'électroménager, pour les ordinateurs, pour la télévision, pour des produits comme ça, c'était par mois. Et du coup, j'ai posé la question à la vendeuse, pourquoi on donne le chiffre par mois? Elle était un peu étonnée, mais on lui a dit qu'on était étranger, qu'on voulait comprendre. Elle a dit qu'effectivement, les prix de l'électroménager et des ordinateurs produits localement étaient comme chez nous, hein, c'est-à-dire entre 500 et l'équivalent de 500 et 1000 euros. Mais tu payais une somme parce qu'en fait, tu le payais en plusieurs fois sans crédit, sans frais supplémentaires. Donc en fait, on te dit narate, par morceau, tu peux le payer. Par exemple, une machine à laver, là, c'était l'équivalent de 15 euros par mois. Donc tu peux t'équiper comme ça, en payant par petites tranches, sans crédit. C'est-à-dire que tu ne payes pas un pourcentage à des banques, tu vois. C'est vraiment c'est l'État qui organise ça pour que tu puisses t'équiper et acheter tout ce dont tu as besoin. J'ai fait des photos que j'ai publiées sur Facebook avec les voitures. Donc, tu as des voitures neuves. Après, moi, je ne m'y connais pas grand-chose en voiture. Mais tu as des voitures locales, tu as des voitures russes. Tu as des voitures un peu plus anciennes, des voitures neuves. Normal, j'ai envie de dire. Mais ce qui frappe, c'est l'absence totale de misère. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas de différence sociale énorme, puisque tout le monde va habiter dans des appartements, dans des immeubles, dans des blocs entièrement rénovés. Il n'y a rien qui est vieux, tout est entièrement rénové. D'ailleurs, on a vu, la ville était nettoyée. Voilà, il y avait des fleurs partout aussi par rapport à la Chine. C'était comme en Chine, tu avais des fleurs sur les autoroutes. Tu vois, tu as plusieurs autoroutes qui traversent la ville de Minsk. Et en fait, tu avais des bacs à fleurs, vraiment, avec des chrysanthèmes, puisqu'on est en novembre.
Et puis tu avais des pelouses partout, des arbres partout. Je pense qu'en été, ça doit être magnifique. Parce que là, on était en novembre, hein, donc évidemment, tu as une nature qui est en sommeil. Mais alors, ça doit être sublimement beau au printemps et en été. Parce qu'effectivement, ils prennent soin de tout ça, en fait. C'est-à-dire que tu as des gens qui travaillent à prendre soin de ça. Et puis je pense aussi que c'est une société très soviétique, c'est-à-dire extrêmement bien éduquée et très disciplinée. Ce qui frappe, je te dis, c'est qu'on voit que les gens ne sont très bien habillés, extrêmement polis et courtois, pas de bousculade dans le métro. Enfin, on nous regardait parce qu'on voyait qu'on était étrangers, donc c'était. Ils ne sourient pas beaucoup, c'est un peu à la russe, c'est-à-dire tu as une espèce de dignité, où on va pas te. Voilà. Mais ils sont peut-être un peu froids, c'est les Russes du Nord. Mais voilà, ils sont. Les jeunes sortent, le samedi soir, tout le monde sortait, même le dimanche, hein. La seule chose qui m'a déplu, c'était les cafés et les restaurants ouverts la nuit du dimanche quand je suis arrivée. Alors là, la nuit du dimanche, franchement, je pense que là, ça a fait un peu capitaliste. Mais Minsk, c'est une ville qui vit, voilà. Oui, il y a des cafés, il y a des restaurants partout, il y a des théâtres, des cinémas, des boîtes de nuit. Voilà, il n'y a pas non plus d'alcoolisme dans la rue, tu vois. Pas d'alcoolisme, pas de gens qui se comportent mal, tu vois. Rien de tout ça. Et je pense qu'il n'y a pas de délinquance aussi, tout simplement. Alors, j'ai pas vu de police, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de délinquance puisque c'est logique. Si tout le monde a à peu près les mêmes produits et le même niveau de vie, pourquoi est-ce qu'il y aurait de la délinquance? Il n'y a pas de délinquance, tout simplement. Je crois qu'on me croira pas quand je vais dire ça, mais je vous assure, hein, allez voir, hein. Bon, on doit aussi faire les conversations en polonais. La dernière question, est-ce que on a vu les comportements des polices françaises envers des gilets jaunes, que par exemple, ils encerclaient les gens pendant les novembre, décembre, janvier, comme c'était froid, encerclaient pendant quelques heures, et, avec l'eau, avec les grenades, Oui. avec toute cette violence qui, pour seul but, c'était pas réprimer les gens qui faisaient mal pour quelque chose. Non, pour mon analyse, c'était qu'il faisait mal les gens pour pas venir la prochaine samedi démontrer à Paris. Ouais, il s'agissait de terroriser en fait, oui. Oui, oui, oui. Et après, on voit dans les médias presque chaque reportage, chaque article sur Biélorussie, c'est toujours société totalitaire, avec les violences, avec le terror de la milice KGB, tout ça. Euh, C'est totalement absurde, écoute, dans une société qui a un tel bien-être, un telle unité, j'ai envie de dire aussi culturelle, hein, parce que en fait, comme les Biélorusses sont une partie du monde russe, la plus développée même. Tu sais il y a beaucoup plus de richesses en Biélorussie qu'en Russie. En Russie, j'ai vu des grandes inégalités sociales quand même, hein, parce que c'est normal, tu as 150 millions d'habitants, il faut quand même, c'est plus compliqué. Et puis il y a eu 10 ans de capitalisme en Russie, enfin, c'est toujours un pays capitaliste, mais il y a eu surtout 10 ans d'oligarchie et de rozvalka, de destruction. Alors qu'en Biélorussie, dites-vous bien que depuis 1918, c'est le socialisme. Donc il y a 100 ans de socialisme et seulement 3 ans de capitalisme. 92, 94, 93, 94. Entre le moment où ce con de Shushkevich, qui a signé aussi la destruction de l'Union soviétique, qui était d'ailleurs regarde bien, c'était un scientifique qui n'y connaissait rien à la politique, qui s'est fait manipuler par l'Occident. Et c'est lui qui a signé la disparition de l'Union soviétique à Białowieża avec ce con, cet alcoolique de Yeltsin et l'autre traître aussi ukrainien. Et en fait, si d'ailleurs il ne l'avait pas fait, l'Union soviétique aurait vraiment existé. Donc ce type-là est resté 2 ans au pouvoir. Et après, heureusement que Loukachenko, qui est en fait une émanation des élites biélorusses, hein, donc elles savent les élites biélorusses ce qu'elles veulent, il a réussi à lui prouver la corruption et à se débarrasser de lui pour corruption. Et donc, il n'y avait que 3 ans de destruction. Donc, tu n'as pas eu le temps qu'une oligarchie se forme, puisqu'ils ont réussi à garder leurs entreprises publiques, à créer des liens avec les BRICS déjà à l'époque, si tu regardes bien que Loukachenko a même signé des accords, notamment avec l'Iran. Et donc, je pense qu'il a dû importer aussi le pétrole et le gaz d'ailleurs, en fait. Il n'était pas complètement dépendant de la Russie. D'ailleurs, ils ont leur propre marque de produits pétroliers, ça se voit quand on circule sur les autoroutes. Donc, je pense que ils diversifient aussi leurs approvisionnements. À l'époque, heureusement, il a tout fait pour ne pas être dépendant de Yeltsin, tu vois. Et donc voilà, il n'y a eu que 3 ans de destruction. Et ils ont reconstruit tout de suite.
Donc en réalité, la Biélorussie, c'est 100 ans de socialisme avec seulement 3 ans de destruction. 2 ans et demi même, on dirait. Donc tu vois qu'un pays Non, socialiste... 6 ans. Parce qu'il y avait les moments d'occupation de Shushkevich et occupation nazie. Ah oui, l'occupation nazie. Oui, mais l'occupation nazie, si tu veux, c'est une société. Bien sûr, il y a eu des destructions énormes dues à la Mhm. guerre, mais moi, je ne compte pas ça comme un capitalisme dans ce sens que quand on a visité le mémorial, parce que tu as un mémorial à Mhm. Minsk, on n'a pas eu le temps de visiter le musée de la Grande Guerre, mais tu as un magnifique mémorial avec des tas de panneaux explicatifs, y compris en anglais, sur le mouvement des partisans. Tu t'aperçois que c'est quand même là que le mouvement des partisans était le plus fort et que ce sont les élites des partisans qui après ont géré la Mhm. Biélorussie soviétique. Donc d'une certaine façon, c'est ça qui a façonné, c'est cette guerre qui a façonné aussi leur très forte conscience nationale, tu vois. Donc on a presque envie de dire, oui, les destructions ont été immenses matérielles, mais si tu veux, je pense que ça a renforcé leur mentalité, comment dire, leur identité, à la fois soviétique et à la fois russe, tu vois. Donc c'est pour ça que je compte pas la guerre dedans, dans le sens que la guerre est bien sûr est épouvantable, mais si tu veux, comme ils sont très attachés à cette mémoire, c'est voilà, c'est quelque chose presque qui les construit, tu vois. Je pense que la société biélorusse d'avant la guerre était sûrement quelque chose de plus traditionnel. Tu sais, ils avaient été longtemps sous le joug des aristocrates polonais, n'est-ce pas, hein. D'ailleurs, mais après, c'est devenu une société soviétique qui a une mentalité c'est l'Union soviétique qui a réussi, quoi, tu vois, qui a perduré. Vraiment, c'est ça. Et pour moi, moi, je suis pleine d'admiration. Je trouve que la Biélorussie, c'est quasiment un miracle. Et c'est vraiment l'un des pays le plus riche d'Europe, peut-être même le plus riche, et en tout cas 100% sûr celui où il y a le moins d'inégalités sociales. Et je suis assez confiante parce que malgré le fait qu'on les attaque de tous les côtés, je pense qu'ils vont s'en sortir, tu sais, ils vont perdurer. Par contre, il y a des attaques, bien sûr, hein. Là, il y aura les élections présidentielles, on va de nouveau les attaquer. Il y aura de nouveau des types qui vont organiser des manifestations. Oui, et puis si la police biélorusse les frappe, tant pis pour eux. Ils savent ce qu'ils font là. Ça sert à rien d'attaquer. Voilà, je veux dire. Je pense d'ailleurs que ça ne sera pas comme avant. Je pense que malgré tout, je pense que, bon, peut-être que les Biélorusses ne sont pas conscients que la guerre est aussi proche, mais par contre, je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de perdre le bien-être qu'ils ont, quoi, en fait. Voilà. Mhm.